déjà de nous accorder cette interview aujourd'hui. Et comme vous l'avez déjà commencé tout à l'heure, votre petite présentation, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu plus clairement votre parcours scolaire et votre carrière professionnelle depuis la fin de vos études, s'il vous plaît? Ah, le parcours scolaire. Alors, vous savez, je suis breton, hein, originaire de Rennes, parce que je crois que vous êtes Romane et Éloane de Vannes, donc pas très loin. Et donc, j'ai fait classiquement des études de droit, avant de rejoindre Paris pour ce qu'on appelait à l'époque un DEA, mais qui est l'équivalent d'un Master 2. J'ai fait un DEA de droit privé général. Et puis, j'ai, après une toute petite courte période d'enseignement, j'étais chargé de travaux dirigés, j'ai préparé le concours de l'École nationale de la magistrature et je suis devenu magistrat. Alors après, une fois magistrat, j'ai alterné des fonctions de juridiction et dans les ministères, et plutôt, si vous voulez, dans des fonctions de procureur de la République, du parquet, hein, pour la juridiction, et puis au ministère, j'étais bien sûr au ministère de la Justice, et plus récemment, j'étais au cabinet du Premier ministre également, et plus récemment, et c'est mon expérience d'aujourd'hui, je suis détaché au ministère de l'Intérieur comme directeur des services actifs de la police nationale, et je suis le directeur de l'inspection générale de la police nationale, que l'on connaît peut-être plus dans le grand public sous le surnom de police des polices. Pour continuer dans ces petites présentations, est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes l'IGPN? Alors l'IGPN, c'est un service qui à la fois est connu du grand public, parce que justement, il est présent dans le cinéma. Hein, alors, vous êtes peut-être trop jeune pour connaître Les Ripoux, par exemple, qui est un film de Claude Zidi. On parle des bœufs carottes. On peut penser aussi à Belmondo. Puis plus récemment, vous avez vu le cinéma avec le dossier 137, a mis en scène l'IGPN. Donc l'IGPN est connue du grand public dans sa fonction de police des polices. Mais elle est peut-être moins connue du grand public dans les autres missions, qui sont des missions fondamentales et qu'on va retrouver d'ailleurs dans toutes les grandes institutions publiques. C'est ce qu'on appelle le contrôle interne. Et le contrôle interne, c'est vérifier par l'audit interne qu'il y a des dispositifs robustes pour permettre à la hiérarchie de contrôler, éviter les dérives. Et puis, c'est aussi des missions qui sont des missions de conseil, des missions d'appui au service. Je suis moi-même le référent déontologue de la police nationale et je suis saisi régulièrement par des policiers qui s'interrogent et qui posent des questions par rapport à leur propre situation ou souhaitent un avis éclairé. Vous voyez, donc c'est pas seulement la répression, hein, c'est aussi la prévention, le soutien, l'aide au service. C'est donc passionnant parce que on a une vision d'ensemble de la police et de tous les métiers de la police. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres sur vos actions et sur vos contestations? Constatations, pardon. Écoutez, les chiffres, alors je vais vous donner des chiffres de 2024, ils datent un peu parce que les chiffres 2025, nous les avons, mais ils sont encore sous embargo, je les ai pas encore publiés, donc c'est à peu près la même tendance. Si on parle de ce que justement les gens connaissent le plus, c'est-à-dire les enquêtes judiciaires, nous sommes environ à 1 millier d'affaires à peu près par an. Bon. Mais il faut rapporter ça, il y a 153 000 policiers, hein, et un peu plus de 160 000 si on compte les réservistes. Donc vous voyez, c'est un nombre d'enquêtes, évidemment, qu'il faut savoir rapporter à l'ensemble. Ensuite, l'IGPN ne traite pas toutes les affaires qui mettent en cause des policiers, parce que nous ne traitons que les plus importantes et les plus graves, avec des critères qui sont des critères posés dans des protocoles de répartition des compétences. Donc voilà, donc ça, je dirais, c'est le chiffre clé. Ensuite, nous avons ce que nous appelons les enquêtes administratives. Alors les enquêtes administratives, ce sont des enquêtes qui, comme les enquêtes judiciaires, cherchent à déterminer des responsabilités, mais dont la finalité est différente, puisque là, il ne s'agit pas, si j'ose dire, de travailler pour la justice. Il s'agit de travailler pour l'administration parce qu'il peut y avoir des procédures disciplinaires qui peuvent être engagées lorsqu'il y a des manquements. Alors là, nous avons des enquêtes administratives également que nous conduisons, moins que des enquêtes judiciaires, mais nous conduisons ces enquêtes administratives dans les affaires, là encore, les plus importantes. Et comment une enquête est-elle déclenchée ? Alors, une enquête, il faut faire la différence entre les enquêtes judiciaires et les enquêtes administratives, justement. Pour les enquêtes judiciaires, le patron, c'est le procureur de la République.
c'est le procureur de la République parce que, pour le coup, nous sommes un service de police judiciaire et comme son nom l'indique, judiciaire, nous sommes sous l'autorité d'un magistrat. Moi-même, j'étais procureur de la République dans mes fonctions précédentes et donc évidemment, c'est une nouvelle casquette. Dans ces cas-là, le procureur nous saisit soit directement, soit nous conduisons parce que nous découvrons une infraction, ça peut arriver, à l'occasion d'une mission, on se rend compte qu'il y a une infraction. Donc on peut ouvrir une enquête d'initiative, comme n'importe quel service de police, et à ce moment-là, nous en rendons compte au procureur, et c'est lui qui donne les instructions. Donc ça, j'allais dire, c'est assez classique, d'une certaine manière, de tout service d'enquête qui va travailler, soit d'initiative, soit sur saisine d'un magistrat. Pour les enquêtes administratives, c'est un peu différent, parce que nous sommes, pour le coup, délégataires de l'autorité hiérarchique, qui est celle du ministre de l'Intérieur, et cette autorité est exercée par délégation par le directeur général de la police nationale ou le préfet de police pour les services qui relèvent de la préfecture de police, puisque vous savez, il y a dans la police nationale une organisation un peu spécifique pour Paris et son agglomération. Et dans ces cas-là, nous sommes saisis par l'autorité administrative. Je ne peux pas, par principe, m'auto-saisir comme dans n'importe quelle administration, parce que ça, c'est, si j'ose dire, le droit commun de la fonction publique, c'est à l'autorité d'emploi de décider si il fait une enquête administrative et si ensuite il y donne une suite disciplinaire. Cela dit, il y a deux exceptions, qui sont d'ailleurs des exceptions notables, parce que pour nous, elles concernent quand même les affaires les plus graves. C'est lorsque nous avons une enquête judiciaire, nous sommes saisis par un procureur de la République, eh bien, les textes réglementaires me permettent de m'auto-saisir en enquête administrative. Et puis, nous avons des plateformes de signalement, qui sont des plateformes ouvertes au grand public, que vous connaissez peut-être, et lorsque un particulier, par exemple, signale ce qu'il pense être une dérive policière, ça peut être par exemple à l'occasion d'une manifestation ou d'une interpellation, dans ces cas-là, je peux, d'initiative, ouvrir une enquête administrative. Je le fais d'une certaine manière pour le compte du directeur général qui, en vertu d'instructions permanentes du ministre, cela me permet, ça facilite les choses, de m'autosaisir sans attendre, si j'ose dire, la lettre de mission. Donc vous voyez, c'est un champ quand même qui finalement, ce sont des exceptions, mais ce sont des exceptions assez larges. Et quel type de faute entraîne le plus souvent des sanctions disciplinaires ? Alors, en fait, la plupart des affaires qui entraînent des sanctions disciplinaires ne sont pas forcément traitées d'ailleurs par l'IGPN, parce qu'au quotidien, vous avez des sanctions disciplinaires qui sont prononcées à la suite de procédures qui ne sont pas passées par l'IGPN, parce que comme je l'ai dit, l'IGPN va se saisir d'un certain nombre de faits un peu particuliers. Disons que vous avez deux types de sanctions quand même qui sont peut-être plus massives. C'est celles qui résultent de comportements privés problématiques, parce que quand on est policier, c'est ça la différence avec tout un chacun, c'est qu'on a un devoir d'exemplarité qui va jusque dans la vie privée. Et donc, il arrive parfois que des policiers commettent des fautes dans le cadre privé. Alors, bien sûr, il y a des choses qui parfois sont graves. Ça peut être des délits, par exemple, de violence conjugale. Ce sont des choses qui existent dans tous les secteurs de la société. Les policiers n'y échappent pas, hélas. Et puis, il peut y avoir les usages de stupéfiants. Il peut y avoir des faits comme ça, de conduite sous l'empire d'état alcoolique. Ça peut arriver. Et donc, dans ces cas-là, ça donne lieu à des sanctions disciplinaires. Vous voyez, donc, la police, elle est assez ferme parce que on pourrait dire, mais c'est de la vie privée. Sauf que quand on est policier, et c'est pareil quand on est magistrat, on a un devoir d'exemplarité qui va au-delà de la vie professionnelle. Donc, finalement, ça représente une part importante. Si je m'en tiens maintenant aux affaires qui sont celles qui sont commises dans le cadre professionnel stricto sensu, ce que nous avons le plus en portefeuille, si j'ose dire, si vous me permettez cette expression, ce sont des cas d'usage de la force où il y a un débat sur la nécessité et la proportionnalité. Donc ça peut se faire à l'occasion du maintien de l'ordre, par exemple une manifestation, vous vous souvenez des Gilets jaunes par exemple, ça peut se faire aussi à l'occasion d'une interpellation ou d'un usage d'armes. Et dans ces cas-là, nous, notre mission, elle est de regarder par rapport à une doctrine d'emploi des armes, par rapport au texte aussi en vigueur, si les conditions d'un usage légitime sont réunies ou pas. Donc ça, c'est un nombre important d'affaires. Et on est aujourd'hui très alimenté parce que, avec les vidéos, et
les vidéos citoyennes, il y a parfois des éléments qui sont portés à notre connaissance et que nous devons vérifier dans le cadre d'une enquête. Est-ce que dans le cadre professionnel, il existe un profil récurrent de policiers qui font des fautes? Alors, non, il n'y a pas de profil et il n'y a pas de déterminisme. Disons que si on doit résumer un petit peu les choses, il faut bien distinguer, je pense, les affaires qui sont des affaires d'usage de la force avec les affaires qui sont des affaires de probité, c'est-à-dire de corruption. Sur l'usage de la force, par définition, les policiers les plus exposés, c'est ceux qui sont aussi les plus exposés à des risques physiques. Je pense, bien sûr, je parlais du maintien de l'ordre, les CRS. Je pense, bien sûr, à la sécurité publique, parce que vous avez des policiers qui sont sur le terrain, sur la voie publique, qui peuvent être des cibles, qui peuvent être exposés. Donc forcément, c'est là qu'il y a la plus grande zone de risque, si j'ose dire, de réaction et de réaction qui, le cas échéant, peut être disproportionnée. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est quasiment la statistique qui est liée à la nature de la fonction. Vous aurez moins de risques d'exposition dans d'autres missions de police. Voilà. Ensuite, si on prend la corruption, là on est sur des profils qui sont évidemment très différents. Généralement, si vous voulez, les policiers qui peuvent, et heureusement, ce sont des affaires qui sont marginales, mais enfin elles existent et donc on doit en parler. Et puis en plus, elles ont un peu tendance à augmenter parce que je pense qu'on les détecte mieux. Nous avons souvent des gens qui sont assez fragiles en réalité, qui connaissent des problèmes, ça peut être des problèmes d'endettement, des problèmes d'addiction, des problèmes familiaux, et qui à un moment deviennent vulnérables. Parce que ma conviction, si vous voulez, c'est que pour les policiers qui commettent ce genre de fautes, on n'entre pas dans la police pour être corrompu. Vous voyez. Donc c'est plus des chemins de vie qui font qu'à un moment il y a un problème. Donc pour le coup, on est en mesure quand même, lorsqu'on documente les profils, justement, on essaie de comprendre et on fait des recherches aussi. C'est vrai qu'on est plus souvent sur des personnes qui ont des difficultés personnelles et qui à un moment justement franchissent une ligne rouge parce que ils sont eux-mêmes en perte de repère. Et pensez-vous que l'IGPN dispose des moyens suffisants pour remplir sa mission? Alors c'est un débat évidemment qui est très récurrent parce que forcément on est toujours on demande de moyens, bien sûr. Mais si vous voulez, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que ce qui est très important, quand on parle de moyens, il ne faut pas seulement raisonner effectif. Il faut aussi raisonner professionnalisation et capacité à nous adapter à de nouvelles technologies. Le gros de notre preuve aujourd'hui, vous savez, c'est la preuve numérique. Parce que d'abord il y a tout ce qui est autour des smartphones et on a beaucoup de preuves qui doivent résulter d'investigations techniques qui parfois sont assez poussées. Il y a les techniques spéciales d'enquête aujourd'hui qui sont nécessaires parce que on parlait de corruption, une part de la corruption véhicule par les réseaux sociaux et donc il faut qu'on puisse aussi pénétrer, si j'ose dire, les réseaux. Donc il y a un défi capacitaire, si vous voulez. Ce défi capacitaire, c'est bien sûr des moyens RH, mais c'est aussi une capacité à se professionnaliser et à changer nos méthodes. Et donc ça suppose aussi qu'on travaille plus en réseau avec d'autres services spécialisés de la police. Je pense à l'Office anti-cybercriminalité, je pense bien sûr à des offices qui vont travailler dans la lutte contre la criminalité organisée, et de manière à ce que l'on puisse justement s'enrichir dans nos enquêtes de méthodes qui, jusqu'à présent, étaient peu utilisées à l'IGPN. Donc voilà, ça c'est un premier élément de réponse, mais bien sûr qu'on a la nécessité de monter le jeu, si j'ose dire, parce que vous savez, la lutte contre la délinquance, c'est une histoire, ça remonte à Clémenceau avec les Brigades du Tigre, c'est une histoire de course technologique. La technologie profite aux délinquants, et elle doit aussi profiter à ceux qui luttent contre le crime. Donc il y a un peu une course-poursuite. Deuxièmement, et c'est le deuxième élément de réponse, c'est que je disais que l'IGPN n'est pas seule à s'occuper de la déontologie. Il ne faut pas qu'elle soit la seule. Et donc ce qui est important, c'est que nous ayons une plus grande cohérence en termes de filière dans la police, pour que
ceux qui se chargent de la déontologie et qui sont chargés des enquêtes, eh bien, travaillent de manière peut-être plus coordonnée. Et donc, le directeur général de la police nationale a souhaité me confier comme mission de structurer ce qu'on appelle la filière déontologie. Excusez-moi, c'est un peu techno, mais c'est vachement important, si vous me permettez cette expression, parce que l'IGPN va se voir confier le rôle de piloter l'ensemble, si vous voulez, des services qui s'occupent de déontologie. Hein. Jusqu'à présent, on s'occupait surtout des affaires pour lesquelles on était suivi. Et donc ça, c'est très important parce que c'est, je crois, en travaillant mieux en réseau qu'on réussira peut-être à mieux absorber, si vous voulez, la charge de travail. Et puis, par ailleurs, je demande des effectifs en plus. Il y a un renforcement, vous savez, par le plan investigation en termes d'effectifs de la police nationale. J'ai demandé également qu'il y ait des renforts. Et d'ailleurs, j'ai pu obtenir d'ores et déjà quelques renforts. Donc, vous voyez, nous sommes dans une bonne dynamique. Certains syndicats policiers accusent l'IGPN de fragiliser l'institution. Est-ce que vous comprenez cette critique ? Alors, je ne crois pas que les syndicats policiers accusent l'IGPN de fragiliser l'institution. Les syndicats, d'ailleurs, moi j'ai de bonnes relations avec les syndicats, ils sont dans leur rôle. Ils défendent les policiers à l'occasion des procédures. Ils peuvent parfois critiquer certaines enquêtes qu'ils trouvent à charge, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est un exercice qui, je dirais, peut arriver. C'est dans l'exercice normal, finalement, du contradictoire lorsque une enquête a été conduite par l'IGPN. Je pense que, et je le vois bien, moi, lorsque je discute avec les syndicats, parce que le dialogue social est important, que les syndicats partagent, mais je ne voudrais pas parler pour eux, il faudra leur poser la question, mais partagent en tout cas la conviction qu'il est absolument nécessaire que la police nationale dispose de sa propre inspection. Et vous voyez, ce qui est compliqué, c'est que, parce que parfois on est critiqué par ceux qui considèrent que l'IGPN ne serait pas assez indépendante, parce que justement, elle serait trop proche, entre guillemets, de la police nationale. Moi, je suis convaincu qu'on peut à la fois être indépendant, j'espère le montrer, d'ailleurs je suis moi-même magistrat, et en même temps être irrigué, si j'ose dire, par le métier. Et donc je pense que les syndicats sont convaincus, en effet, que ce ne serait pas une bonne chose que l'inspection générale soit mise très loin de la police nationale. Pourquoi ? Parce que quand on parle de déontologie, il faut qu'on comprenne le métier d'une certaine manière. Si vous enquêtez sur un cas de maintien de l'ordre, il faut comprendre ce qu'est la doctrine du maintien de l'ordre. Vous voyez ? Donc, pour ça, je ne crois pas qu'il y ait cette critique. Ce qui peut arriver parfois, c'est qu'à l'occasion d'une affaire, vous pouvez avoir des prises de parole syndicales qui vont critiquer, entre guillemets, la mise en cause d'un policier. Mais ce n'est pas la même chose, vous voyez. Et dans ces cas-là, à mon avis, on est plus, si j'ose dire, dans le rôle de chacun à l'occasion d'une affaire. Ce n'est pas une critique de l'institution en tant que telle. D'accord. Et comment protégez-vous les lanceurs d'alerte au sein de la police ? Alors, depuis que le dispositif existe au sein de la police nationale, 2024, je suis chargé justement de garantir l'indépendance du dispositif lanceur d'alerte dans le cadre de la loi. Et donc, nous avons un dispositif qui est très normé. Et à partir de là, lorsqu'il y a un signalement, eh bien, il y a le statut, si j'ose dire, de protégé qui s'applique. Disons les choses, il n'y a pas forcément eu beaucoup de signalements, peut-être parce que le dispositif n'est pas encore assez connu. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait la confiance dans l'IGPN pour que toute personne qui, à un moment, serait dans une situation où elle estime qu'elle doit lancer une alerte et sans passer par le circuit hiérarchique classique, qu'elle soit garantie qu'on n'ira pas ensuite rechercher sa responsabilité. Et je pense qu'on a cette culture, parce que vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà des plateformes de signalement. Et dans les plateformes de signalement, nous avons à la fois une plateforme grand public dont j'ai parlé, mais nous avons aussi une plateforme interne qui s'appelle Signal Discret, et par lesquelles tout policier peut signaler une situation, par exemple de harcèlement ou de discrimination. Et nous avons
un dispositif de recueil de la parole, d'entretien, qui est très rodé et qui garantit justement la protection de celui qui signale. Donc nous avons déjà cette culture, je pense qu'on peut encore la renforcer, notamment sur les questions de corruption, mais en tout cas je pense que nous partons d'une base qui aujourd'hui est une base solide et qui est déjà très éprouvée, parce que signal discret, ça fait quelques années maintenant que ça existe. L'IGPN enquête en ce moment sur le numéro 2 du raid soupçonné d'harcèlement sexuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette affaire ? Hélas non, parce que hélas non, disons que je suis soumis, pour le coup, à un devoir de secret lorsque les enquêtes sont en cours. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, je peux juste vous confirmer que je suis saisi de cette enquête. Je voudrais quand même dire qu'une enquête administrative est à charge et à décharge, et qu'elle a pour objet de faire la lumière. Elle n'engage rien des suites. Donc, une enquête se conduit, ensuite je remets le rapport à l'autorité mandante, et c'est ensuite l'autorité mandante qui décide. Mais il est très important qu'on respecte la phase d'enquête, parce que vous savez, c'est comme pour là c'est une enquête administrative, mais c'est le même raisonnement pour les enquêtes judiciaires. Il y a quand même un principe qui parfois est un petit peu malmené, c'est la présomption d'innocence. Donc il faut objectiver les choses, ça sert à ça une enquête, et puis ensuite on remet. L'essentiel c'est que l'enquête soit impartiale et que chacun puisse s'exprimer librement, plaignant ou mis en cause, sans qu'il y ait la moindre impression qu'on va ensuite, si j'ose dire, maltraiter l'affaire et qu'on va prendre un parti. Notre seul parti, c'est la vérité. Voilà. Et depuis votre prise de fonction, quelle a été l'affaire la plus difficile que vous ayez eu à gérer ? Écoutez, ça dépend de ce qu'on appelle difficulté. Parce qu'il y a des affaires qui ont une complexité technique, si vous voulez, qui sont très difficiles sur un plan juridique, qu'il faut analyser avec beaucoup de précision. Et puis vous avez des affaires qui, somme toute, sont techniquement assez simples, mais qui vont être très chargées sur un plan humain, qui vont être très chargées en termes de sensibilité. Vous voyez ? Donc, il faut faire peut-être un peu la part des choses. Mais je dirais que, en fait, moi je trouve que les enquêtes les plus difficiles, ce sont les enquêtes d'usage de la force où il y a un décès. Parce que du côté de la personne décédée, enfin de sa famille plus exactement, il y a ce qu'on appelle une recherche de vérité. Et parfois, il y a, et je le comprends parfaitement, une mise en cause assez forte de l'institution, et il faut le dire, avec parfois aussi des collectifs militants qui instrumentalisent l'affaire. Donc, on a une très forte attente, très légitime de la famille, et puis de l'autre, du côté policier, il y a évidemment une volonté que l'on comprenne le contexte d'intervention. Et avec le rappel de ce qu'est la loi. Et la loi permet à un policier d'utiliser une arme. Il ne faut jamais l'oublier. C'est juste qu'il y a des conditions. Il faut vérifier la proportionnalité, la nécessité, mais que ce n'est pas parce qu'il y a un décès, et c'est ça qui est très compliqué à expliquer, que le tir n'est pas pour autant légitime. Et parfois on entend la notion de violence policière, mais c'est une notion que je conteste, mais pas pour des raisons politiques. Moi je ne fais pas de politique. C'est parce que la loi confère à la police l'usage de la force, et ensuite elle doit être nécessaire et proportionnée. Donc nous ce qu'on va vérifier, c'est ça. Et donc vous pouvez avoir des usages de la force légitimes qui provoquent des décès, et vous pouvez avoir des usages de la force illégitimes qui provoquent des blessures légères. Et donc ça, ces affaires, elles sont très difficiles. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord de très forts enjeux humains, aussi bien du côté d'ailleurs de la famille de la personne décédée ou gravement blessée. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi la question des conditions d'intervention de la police, qui est quand même une question complexe, et dans un contexte d'une société qui quand même est assez violente. Bon. Et où la déontologie est là aussi pour protéger le policier. Donc
prend dans ces cas-là, même si souvent c'est le magistrat qui décide, mais enfin nous on conduit l'enquête et il y a une orientation forcément par nos investigations. Généralement, on n'est pas toujours compris. Voilà. Et j'allais dire de part et d'autre. Et pourquoi on n'a pas pris une garde à vue? Pourquoi on a pris une garde à vue? Et finalement, vous regarderez dans toutes ces affaires-là, généralement, il y a toujours une critique qui vient. Je dis d'ailleurs souvent que finalement, quand on est critiqué de part et d'autre, c'est peut-être parce qu'on fait en fait notre travail, en réalité. Hein. Donc ça, ces affaires-là, je les trouve, oui, difficiles à vivre. Et puis, elles ne sont pas techniquement faciles. Parce qu'il faut se méfier des apparences. Parfois, on a une vidéo. Alors, celle qui est sur Internet, les choses vous semblent claires. En fait, c'est parfois partiel. Et c'est en regardant d'autres vidéos, la caméra piéton, c'est pour ça que c'est important, la vidéo de ville, qu'on réussit parfois à se dire ma première impression, ma première vision, elle est démentie en réalité par l'objectivation qui est faite. Et plusieurs fois, ma première impression a été démentie par ensuite l'enquête. Sauf que le temps médiatique est un temps fulgurant et que le temps d'enquête est parfois plus long. Voilà notre difficulté, on doit gérer aussi ce décalage. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile. Si je peux me permettre, je dirais que les policiers qui travaillent à l'IGPN, je le dis à chaque fois, et c'est sont à la fois des grands techniciens, en matière d'usage d'armes, par exemple, de très grands techniciens, et c'est des gens courageux. Parce que pour conduire des enquêtes, voilà, hein, dans un milieu professionnel qui est quand même leur milieu professionnel, faut être courageux quand même. Hein. En plus, on a souvent la critique ensuite qui vient de médias qui peuvent être engagés. Je respecte les engagements, mais je veux dire, l'IGPN est quand même très souvent au cœur de polémiques. Et ça, c'est pas, ça ne remet pas en cause le professionnalisme des policiers que je tiens à souligner. Et concernant l'usage du numérique, vous parliez tout à l'heure des caméras piétons. Quel est l'impact de l'IA dans l'accomplissement des missions de l'IGPN et l'accomplissement aussi de certaines enquêtes? Alors, l'IA, vous savez, on est pour nous très, très au début, comme dans toutes les administrations. On voit bien qu'il y a des opportunités, on voit bien qu'il y a des risques. Alors peut-être qu'à l'IGPN, c'est notre manière de fonctionner, on voit peut-être plus les risques au début que les opportunités. Alors les opportunités ne nous échappent pas et on serait bien bête de ne pas les saisir. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, la course à la technologie, c'est toute l'histoire entre les délinquants et les policiers. Donc si on ne se met pas l'intelligence artificielle, évidemment, on sera vite dépassé. Donc on a bien en tête qu'il y a des opportunités à saisir et j'ai quelques idées. Notamment, par exemple, pour la détection des usages de fichiers, l'intelligence artificielle va nous permettre d'améliorer les algorithmes, par exemple. Donc ça, c'est un cas d'opportunité. Les risques, ils sont réels. Je pense que le premier d'entre eux, c'est qu'il ne faut pas, parce que le métier des policiers, c'est aussi de faire des procès-verbaux. Je pense aux policiers, notamment de la police judiciaire, et d'ailleurs c'est vrai aussi pour les magistrats. Il ne faut pas. L'assistance peut aider à plein de choses, notamment faire des synthèses, etc. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que la procédure soit faite par une machine. Voilà. Donc, pour moi, si vous voulez, mais c'est une réflexion de magistrat également, hein, c'est pas que la réflexion du chef de l'IGPN. Il faut qu'on se saisisse de l'intelligence artificielle, probablement pour mécaniser un certain nombre de choses où il n'y a pas de valeur ajoutée. Inversement, il faut aussi s'en servir comme une fonction expertale qui nous permet de compléter, si j'ose dire, notre propre intelligence, sans être dépassé par elle. Mais il ne faut surtout pas que ce qui fait le cœur même de la police et de la police judiciaire, c'est-à-dire le débat humain, la constatation, la recherche aussi de la vérité qui se fait aussi parfois par des intuitions et qui sont ensuite complétées par l'objectivation que l'on peut faire, et où là la technique peut aider, il ne faut pas qu'il y ait de substitution. Hein, ça, ce serait très dangereux pour les libertés. Hein, donc voilà, on a une réflexion qu'on partage avec d'autres, hein, avec l'inspection générale de la gendarmerie, avec l'inspection générale de l'administration. On est dans des groupes de travail. Enfin, on est en fait, comme tous les grandes institutions publiques,
agité, si j'ose dire, par ce sujet, positivement et en ayant conscience des risques. Mais le risque ne doit jamais nous empêcher d'avancer. Je veux dire, si on avait supprimé la voiture parce qu'il y avait des accidents de voiture, vous voyez, voilà. Donc il ne faut jamais penser que on pourra revenir en arrière. Il faut juste dompter la bête, si vous me permettez cette expression. C'est la déontologie qui peut le faire. Très bien. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez donner votre avis sur le film Dossier 137 que vous avez évoqué tout à l'heure? Alors j'ai vu le film à plusieurs reprises d'ailleurs, parce que je l'ai vu une première fois en avant-première, parce que j'avais été invité par Dominique Moll qui s'était immergé à l'IGPN. Je l'ai vu avec ma famille pour voir leur réaction, et je l'ai revu avec Dominique Moll encore lors d'un débat organisé à l'UNSP, l'école des commissaires et des officiers, bon là en l'occurrence devant la promotion des jeunes commissaires qui étaient encore à l'école. Donc j'ai beaucoup vu ce film, et à chaque fois j'ai découvert de nouveaux détails. Alors je dirais que d'abord c'est un très très bon film, qui est très documenté comme on dit, c'est-à-dire que globalement, même si on peut contester peut-être certaines facilités juridiques, mais ça j'allais dire c'est la liberté de l'auteur, mais en tout cas en ce qui concerne le contexte professionnel, les méthodes d'investigation, le vocabulaire, on se croirait à la délégation de Paris GPN, jusque dans des détails que vous ne pouvez pas peut-être déceler, mais que nous, on peut regarder. Donc ça, c'est quand même une grande réussite. Moi, je trouve que le personnage de Léa Drucker est un personnage qui est très réussi, parce que elle n'est pas caricaturale, elle a un conflit de valeurs, en fait. Vous voyez, d'un côté, elle fait son boulot. Elle est venue à l'IGPN par hasard, en fait, pour des raisons familiales. Bon, voilà. Elle fait son boulot avec conviction, avec courage. Et en même temps, elle est proche, ses amis sont des policiers en fait. Et vous voyez, son interaction avec son milieu amical n'est pas simple. Elle se fait un peu critiquer, voilà, par son ex notamment. Et donc je pense que ce conflit de valeurs, oui, les enquêteurs le vivent parfois. Mais je disais qu'ils étaient courageux justement. Il faut le surmonter pour bien faire son travail. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très réussi. Après, mais là encore, c'est pas vraiment une critique, parce que, je vous dis, l'auteur fait son choix et c'est sa liberté. Ce que je trouve, il y a deux facilités. Enfin, non, disons qu'il y a quelque chose que je reproche un peu au film, et peut-être un point qui est pour moi une facilité. Ce que je reproche un peu au film, c'est que, puisque le choix a été fait des gilets jaunes, les gilets jaunes, moi, quand je suis arrivé, quand les Gilets jaunes, j'étais à l'époque dans d'autres fonctions au ministère de la Justice. Mais quand je suis arrivé à l'IGPN, ce qui m'a été dit quand même, c'est que jamais les policiers n'avaient vécu une telle violence, en fait. Vous voyez, jamais. C'est inédit. Et donc, dans le film, si vous voulez, parce que ça ne justifie pas évidemment des actes gratuits, on est d'accord. Mais sauf que je trouve que dans le film, il y a un peu une asymétrie entre ce que ressent la victime et la famille de la victime. Vous voyez, c'est une victime qui totalement innocente, qui vient à Paris pour la première fois, sa maman est infirmière, bon, on s'identifie si vous voulez, ce qui est normal. Mais du côté policier, je trouve qu'on sent moins la violence des Gilets jaunes. Vous voyez, il y a quelques images, il y a du bruit, c'est bien reconstitué, mais il y a peut-être moins... voilà. Or, pour nous, ce qui est important à l'IGPN, c'est aussi la contextualisation.